Bonjour. Bon, on va commencer. Donc aujourd'hui, je crois qu'on avait un peu commencé la dernière fois, on n'est pas fait grand chose. Donc aujourd'hui, c'est toute la biologie moléculaire de la préentrée qu'on va présenter en un seul cours. En gros, avant de se lancer là-dedans, sachez qu'on a fait le poly, encore une fois, de manière assez détaillée, histoire que vous puissiez, même sans nous, quand vous êtes chez vous, le comprendre, vous avez les figures, le texte, et en théorie, vous êtes censé comprendre 2-3 trucs même quand on n'est pas là. Donc du coup, en théorie, vous n'avez pas grand-chose à noter. C'est-à-dire, essayez vraiment de vous concentrer tant que vous êtes ici pour comprendre tous les mécanismes, parce que ce qu'on a essayé de faire, en fait, c'est un peu de remplacer la pédagogie qui est légèrement absente chez les profs de biologie moléculaire durant le semestre. C'est-à-dire que c'est des super chercheurs, ils ont un concours, mais niveau pédagogie, on un peu la patte. Donc, en gros, ce poly est déjà fait pour la préentrée, et même quand vous aurez vos cours de biologie moléculaire plus tard, vous pouvez vous reporter à ce poly pour les méthodes à la fin du cours qui sont un peu plus compliquées, que les profs ont rarement le temps de présenter super bien, qui vous balancent comme ça, et là-dedans, on essaie d'expliquer un peu mieux. Pour la pré-rentrée, le gros objectif, c'est déjà d'être à l'aise avec la structure de l'ADN. Donc, vous allez voir, on va voir différents trucs, je crois que vous avez déjà montré la structure de base la dernière fois. Il faut que vous appreniez un peu comme les acides aminés. Alors, pour l'instant, pas les 4 structures des 4 bases de l'ADN, on s'en fout un petit peu. Par contre, la structure de base avec le ribose, le phosphate et le fait que la base va aller à un certain endroit, ça on veut que vous le reteniez dès maintenant. On veut aussi que vous reteniez les principales notions de vocabulaire, c'est-à-dire la différence entre nucléotides, nucléosides, etc. Ça doit être clair et net quand vous arrivez à vos premiers cours de biologie moléculaire. Ensuite, après la structure, on va voir la schématisation de tout ça, parce que la plupart du temps, dans les articles qu'on va vous demander d'analyser, vous n'allez pas être face à la structure de l'ADN brute telle qu'elle. En fait, on a un système de schématisation avec plein de conventions qu'il faut connaître, parce que ce que vous allez être amené à analyser et ce qui est décrit dans les énoncés, la plupart du temps, c'est ce schéma-là. D'accord? Toutes les histoires, je crois que vous avez déjà un petit peu vu en biologie cellulaire, toutes les histoires de brin-sens, brin-anti-sens, brin-transcrit, etc. Toutes ces notions, c'est une schématisation de la structure. Il y a une logique entre les deux. Ce qu'on aimerait bien, dans le meilleur des mondes, c'est qu'au lieu que vous l'appreniez par cœur bêtement et que vous l'oubliez directement après l'avoir réappris par cœur, c'est d'essayer de comprendre la logique qui est entre les deux, histoire que si c'est logique, vous n'allez pas l'apprendre par cœur. Vous arrivez à refaire le raisonnement, vous retrouvez comment on schématise un gène à partir de la structure. Ça, ce serait le mieux et un objectif que vous pouvez fixer pour la pré-rentrée. Ensuite, on va commencer à voir un peu ce qui nous intéresse un peu plus en biologie moléculaire et en génétique. Donc au passage, la biologie moléculaire, c'est vraiment l'étude, la science pure et dure, les méthodes, la structure de l'ADN. La génétique, c'est plus l'étude des populations, l'étude des maladies par rapport à tout ça. Donc ce qui va plus nous intéresser en génétique, c'est les mutations, comment ça se passe mal en fait. Et donc ici, on va commencer à voir un tout petit peu juste les différents types de mutations de loin et commencer à prendre cette base-là. Normalement, il y a déjà 2-3 trucs que vous avez vus au lycée. Enfin, on va voir une des parties les plus importantes qui est la méthodologie en biologie moléculaire. Il y a quelques méthodes qu'on veut vraiment que vous appreniez par cœur et certaines où c'est moins important. Donc on part, c'est parti sur la structure d'ADN. Donc là ici, toujours, on vous a mis un peu partout. Donc il y en a une ici et à la toute fin du poly, des petites notions de chimie qui peuvent vous servir en biochimie. On ne les détaille pas en cours, mais pour les primants surtout, je vous conseille d'y aller et puis de toujours faire des liens avec vos cours de chimie. Hein, votre poly de biochimie pour la suite, c'est un poly qui est parfait pour illustrer tout ce que vous voyez de manière théorique en chimie. Donc utilisez-le, faites des liens entre les deux, ça vous permet de faire une pierre de coups. Donc ça, c'est en gros ce qu'on va voir durant tout le cours ici, c'est le dogme de la biologie moléculaire. Donc on commence par la structure. Je crois que vous avez déjà un peu présenté ça la dernière fois. Il est ultra important pour vous de savoir que un ADN a pour brique fondamentale une unité nucléotidique. D'accord? Les protéines avaient les acides aminés, là on va parler de briques nucléotidiques. Alors vous vous souvenez, dans les acides aminés, on a dit il y a le carbone alpha, il y a la chaîne latérale. Donc on différenciait 2 petits trucs dans cette brique élémentaire. Ici, la brique élémentaire va être séparée en 3 parties. On a d'une part ce que vous voyez ici, qui est un ribose, ou un désoxyribose, parce qu'avec ADN va ARN, forcément. Pour la petite histoire, l'ADN, c'est par définition quelque chose qui doit être ultra stable. L'ADN, c'est là où est l'information génétique. Alors qu'en fait, l'ARN, c'est un peu le petit soldat qui va faire tout ce que l'ADN demande. D'accord? Donc en fait, ce qu'on va demander à l'ADN, c'est d'être ultra stable et de maintenir l'information génétique au long terme. Ce qu'on va demander à l'ARN, c'est au contraire de pouvoir adopter certaines conformations pour pouvoir communiquer avec le monde des protéines. C'est-à-dire que le but de l'ARN, c'est en fait d'être transformé aux protéines in fine, grâce au ribosome, et en fait, il fait un peu le lien entre le message qui est contenu dans l'ADN et puis ce qu'on va avoir au final qui est la protéine. D'accord? Donc retenez bien ça, et cette différence fondamentale, elle se retrouve dans la structure. C'est-à-dire qu'au niveau d'un ARN, on va avoir 2 OH au niveau du ribose. Au passage, quand on dit
Ce qu'il faut apprendre par cœur dans la structure, ça vous devez le connaître par cœur. Savoir redessiner un ribose ou un désoxyribose, savoir numéroter 1', 2', 3', etc. Ça va vous aider énormément lorsque vous allez entendre Belchor parler, votre premier prof de biologie moléculaire, quand vous allez lire des articles ou lire des tutos, ça va vous aider énormément de bien visualiser ça, plutôt que d'apprendre à peu près par cœur que le prince c'est 5', 3' sans voir à quoi ça correspond. Les primes dont on parle tout le temps en biologie moléculaire sont là, donc apprenez dès la base, dès le début, cette structure. Ici vous avez un ribose, ici vous avez un désoxyribose, qui est la structure de base, qui est le ribose de base de l'ADN, désoxy pour puisque ici, en 2', il n'y a pas de OH. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est à cause de ce OH au niveau de la base qu'on a toutes les caractéristiques de stabilité de l'ADN, on a toutes les caractéristiques de l'ARN que je vous ai présenté juste avant. Ensuite, la deuxième chose qui va aller venir se fixer dans cette unité nucléotidique, c'est le phosphate. Donc un groupement phosphate, c'est juste ça. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il va aller se mettre à cet endroit-là, à l'extrémité 5', vous allez le voir juste après. Enfin, vous avez les bases ATCG. Alors, et à terme, vous allez devoir connaître par cœur, a priori, les structures de ces bases, parce qu'encore une fois, ça peut vous aider, c'est des prérequis qui vont énormément vous aider dans la lecture des tutorats, des concours blancs, etc. Pour l'instant, pré-rentrée, on s'en fout. Disons que vous n'avez pas autant d'apprendre ça par cœur, vous avez déjà pas mal à faire avec les acides aminés. Enfin, maintenant, si vous avez déjà fini avec les acides aminés, allez-y, commencez à apprendre ça. Donc, ce que je vous disais, un des trucs qu'on veut vraiment pas que vous... sur lesquels on ne veut pas que vous vous trompiez en sortant de cette pré-rentrée, c'est la différence entre nucléosides et nucléotides. Je vous ai présenté les 3 briques de base, enfin les 3 éléments de base de ma brique élémentaire, d'accord? À partir de là, on va les ajouter les uns aux autres pour faire notre unité élémentaire. Donc en fait, vous avez ici la grosse différence, c'est le fait qu'un nucléoside, c'est uniquement le ribose, que je vous ai présenté juste avant, qui va, via son extrémité 1' ici, faire une liaison N-glycosidique. Alors, au passage, encore une fois, dans ce poly, je vous ai mis tous les noms des liaisons qui vont se faire à cet endroit-là. C'est pas à apprendre par cœur, c'est juste que... Non, c'est pas à apprendre par cœur, c'est juste que Belchor vous en parle comme si vous le saviez depuis que vous avez 6 ans. Ce qui est a priori un peu faux. Et donc du coup, voilà, quand vous allez revoir vos cours de biologie moléculaire pour la suite, si on commence à vous parler de liaison phosphodiester, de liaison N-glycosidique, de liaison, etc., reportez-vous à ce poly, vous verrez à quoi ça correspond. Ça sert à rien de l'apprendre par cœur, mais c'est mieux de comprendre ces trucs-là. Donc le nucléoside, c'est juste ici mon ribose associé à une base azotée A, T, C ou G. À partir de là, je peux ajouter un autre élément qui est le phosphate, et ça, vous devez le savoir, que nucléoside plus phosphate, ça me fait un nucléotide. D'accord? Ensuite, vous verrez qu'on peut avoir un nucléotide mono, di ou triphosphate. Alors, il y a une molécule que tout le monde adore, dont on vous parle beaucoup en biologie cellulaire, c'est l'ATP. Et l'ATP, c'est rien d'autre qu'un nucléotide triphosphate avec un A comme base. D'accord? Donc là, vous voyez bien les liens. L'ATP, où on va essayer de casser les liaisons entre les phosphates pour extraire de l'énergie, etc. Mais c'est juste un nucléotide, comme vous pouvez le voir ici, avec un ribose, une base et 3 phosphates. Alors, cette diapo est un peu me fait peur, comme ça, de loin. C'est juste pour vous montrer, à partir de là, j'ai ma brique élémentaire et je vais commencer à vouloir faire un simple brin. D'accord? Donc cette diapo n'est pas à prendre par cœur, c'est juste pour que vous compreniez, pour que vous visualisiez où se font ces liaisons. Donc ici, j'ai superposé à chaque fois des unités nucléotidiques, triphosphate, comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que d'un nucléotide à l'autre, je vais avoir une liaison qui va se former entre mon 3' OH, et retenez bien ça, 3' OH, parce que pour la suite, ça va être ultra important, puisque vous allez voir que l'ARN polymérase, quand on fait de la transcription, a besoin d'un 3' OH libre. Et bien ça, au lieu de l'apprendre par cœur, il suffit que vous connaissiez la structure de votre ribose, que vous visualisiez comment on ajoute des nucléotides les uns avec les autres, et vous voyez qu'en effet, sans 3' OH, sans ce truc-là ici, je suis incapable de former une liaison entre mes deux nucléotides. Donc voilà, c'est vraiment le but de ce cours a été fait dans cette optique-là, c'est d'essayer de vous montrer la logique qui se cache derrière toutes ces conventions. Donc essayez de le prendre tel quel. Donc on voit ici qu'en effet, on a une liaison qui va se former ici. Au passage, on parle de liaison ester. Ensuite, lorsque le phosphate, on parle de liaison ester uniquement pour celle-là, et la notion de liaison phosphodiester, on la voit ici en fait, puisque vous entendrez beaucoup parler de liaison phosphodiester, c'est en fait les deux liaisons ester avec un phosphate au milieu. D'accord? Donc ça c'est juste pour le vocabulaire. Moi ce que je veux que vous reteniez absolument, c'est que la liaison se fait entre 3' et le phosphate à cet endroit-là. Du coup, là vous êtes d'accord, c'est comme ça que je vais réussir à faire mon simple brin. D'accord? Je vais superposer les unités nucléotidiques, les unités nucléotidiques les unes après les autres, ce qui va me permettre de faire ce simple brin. Ce que je remarque en fait, après avoir fait mon petit jeu de Lego, eh ben, c'est juste qu'il y a une extrémité à un endroit où il ne me restait qu'un phosphate, forcément, puisqu'il y a bien un moment où mon brin s'arrête, d'accord? Et il y a une autre extrémité où il ne va rester qu'un 3', enfin qu'un OH. Et en fait,
La convention que vous avez déjà vue en biologie cellulaire sur l'histoire des 3', 5', etc. ressort directement de la structure que vous êtes en train de voir ici. Du coup, on va orienter notre brin grâce à ces connaissances de la structure du brin. C'est-à-dire qu'on va avoir d'une part le 5' phosphate. Pourquoi phosphate? Parce que logique, c'est l'extrémité du brin où on a le groupement phosphate et 3' OH de l'autre côté. D'accord? Donc dans la suite du cours, maintenant, je ne vais pas vous répéter ça à chaque fois, mais quand je parlerai de 5', 3', je fais toujours référence à cette diapo-là. Je ne sais pas si celle-là est super bien passée dans votre colis, mais en gros, c'est juste ce que je viens de dire par rapport aux diapos d'avant. Si vous voulez, je vous le mettrai après le cours. Hein, si elle est non, bon, je vous la remets à la fin du cours, là pour l'instant, notez rien. Mais en gros, c'est juste pour vous montrer de quoi on parle quand on dit nucléoside, nucléoside monophosphate, diphosphate, triphosphate, etc. C'est une diapo récapitulative, ce que je viens de vous dire juste avant. Bon, ok, là on est content, on a un simple brin, sauf que vous savez tous, puisque vous sortez du lycée, que l'ADN, c'est pas un simple brin. L'ADN, c'est du double brin, c'est-à-dire que on a besoin d'un double brin, on a besoin d'une conformation en hélice pour avoir une certaine stabilité. Si on restait en simple brin, on serait un peu comme l'ARN et on serait attaqué par toutes les nucléases qui traînent un peu dans le milieu cellulaire et puis on n'aurait jamais, comme ce qui se passe, c'est-à-dire une transmission du matériel génétique de génération en génération, etc. Ça n'arriverait jamais puisque on serait beaucoup trop instable. Donc, cette architecture en double hélice va se faire grâce à deux brins qu'on va associer l'un avec l'autre. On va les mettre en fait de manière anti-parallèle. D'accord? D'où le fait que quand on vous représente, vous allez voir plus tard par schématisation ces brins, on met deux brins avec 5', 3', et en dessous 3', 5', puisque ces brins sont organisés de manière anti-parallèle. En fait, par rapport à tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, vous allez voir que l'hélice d'ADN va prendre une conformation qui fait que tous les groupements phosphates vont être orientés vers l'extérieur de la molécule, que vous avez ensuite les riboses qui sont reliées au groupement phosphate et que les bases vont être orientées à l'intérieur de l'hélice. Il y a un schéma qui vous montre un peu mieux ça après. Et en fait, comment est-ce qu'on va réussir à maintenir cette organisation en double brin? C'est grâce à des liaisons hydrogènes. Vous avez vu en chimie maintenant, il me semble, un peu mieux. Donc c'est grâce à des liaisons hydrogènes, et c'est comme ça que Watson écrit qu'on définit les appareillements de base, c'est-à-dire ceux qu'on va voir quasiment tout le temps. Vous allez voir au second semestre, etc., qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais pour l'instant, le dogme que vous devez retenir et que vous connaissez un petit peu, c'est que le A va avec le T tout le temps et que le C va avec le G. D'accord? Et ça, c'est tout simplement dû à une meilleure affinité au niveau des liaisons hydrogènes. D'accord? Si vous essayez de mettre un A avec un G, par exemple, il y aura peut-être un petit appareillement, mais il y aura moins de liaisons hydrogènes que si le A allait avec le T. Donc du coup, naturellement, on va avoir ce type d'appareillement et c'est ça qui va garantir la structure en double hélice. Donc on voit ici cette structure en double hélice. Ce schéma est un peu compliqué, mais il a un avantage de présenter réellement ce qui se passe en vrai. D'accord? C'est-à-dire que vous avez à peu près la disposition tridimensionnelle et essayez de bien comprendre ce schéma. Donc ici, on peut vous poser des questions du style, voilà, est-ce que ici j'entoure un nucléotide, est-ce que j'entoure un nucléoside, est-ce que j'ai une paire de bases, ou est-ce que c'est un phosphate, etc. Donc regardez bien ce schéma, il récapitule un peu tout ce que j'ai dit, mais en 3 dimensions. D'accord? Donc c'est pour que vous visualisiez tout ce que je viens de dire. On passe maintenant à la schématisation. Donc en fait, je me répète, tout ce que je viens de vous montrer là, quand même un peu compliqué, et donc quand les chercheurs parlent entre eux, ils vont avoir des conventions, ils vont avoir des schémas qui vont leur permettre d'aller un petit peu plus vite à ce qui les intéresse eux, c'est-à-dire la génétique. C'est-à-dire que là on est dans la biologie moléculaire, eux ce qui les intéresse, c'est de regarder les gènes, quand les gènes vont pas bien, quand les gènes vont bien, etc. et de pouvoir parler rapidement de tout ça pour essayer de trouver des solutions. Donc du coup on va avoir toute une schématisation qui va se mettre en place, que vous devez connaître vraiment super bien, parce que c'est là-dessus que vous serez interrogé. C'est un langage que vous devez connaître, et qui est d'ailleurs pas super compliqué, d'accord? Donc on a l'extrémité 5' phosphate, comme je vous ai dit tout à l'heure, et ici vous avez représenté de manière un peu plus simple toute la structure que je vous ai dit tout à l'heure. Donc en fait, si vous êtes capable de redessiner le ribose et les différentes parties Lego que je vous ai parlé tout à l'heure, ce schéma va vous paraître logique et vous comprenez facilement et vous devez voir ensuite, l'objectif c'est que quand vous voyez ça en 5', 3', vous devez visualiser dans votre tête à quoi ça correspond structurellement. D'accord? Donc là on est dans du simple brin. Si je représente un double brin, le truc c'est que comme j'ai deux brins, il va falloir que je commence à les nommer l'un par rapport à l'autre. Comment je fais? Soit j'apprends par cœur bêtement que celui qui est écrit 5', 3' avec le 5' à gauche, c'est le brin sens, et que le 3', 5' avec le 3' à gauche, c'est le brin anti-sens. Bon, je peux faire ça, mais il y a 90% de chances pour que je l'oublie très vite, ou alors que je me gourre entre les deux. Et se gourer sur quel est le brin sens ou quel est le brin anti-sens, ça ne paye pas quand vous essayez de répondre à des QCM. Donc sinon, vous vous dites, écoutez, c'est logique. Pour réussir à mettre des nucléotides les uns avec les autres, j'ai besoin d'une extrémité 3' OH, comme vous l'avez vu, parce que sans celle-là, je ne peux pas,
enfin les Legos ne vont pas aller ensemble, d'accord? Donc ensuite, quand j'ai mon double brin, je vais avoir besoin d'une ARN polymérase. Cette ARN polymérase va se fixer sur les deux brins en même temps, comme vous pouvez le voir ici, d'accord? Mais ensuite, elle ne va en lire qu'un seul. Son but, elle, c'est de faire de l'ARN. Et donc elle ne va lire qu'un seul de ces brins. Et le brin qu'elle va lire, c'est celui qui est orienté, comme on peut le voir ici, de manière 3', 5'. C'est le brin qu'on va appeler brin transcrit ou brin matrice, ou encore brin anti-sens par opposition à l'autre. Et en fait, pourquoi c'est celui-là qu'elle va lire? Parce que le sens de lecture de l'ARN polymérase est logique avec la structure des nucléotides. Le sens de lecture, c'est de 3' vers 5', puisqu'elle a besoin d'une extrémité 3' pour lire. Est-ce que vous me suivez? Donc en fait, cette convention de l'ARN polymérase lit de 3' en 5' vient de cet aspect-là. C'est-à-dire que on a besoin du 3'OH pour ajouter des nucléotides, et donc forcément l'ARN polymérase qui va ajouter des nucléotides les uns avec les autres va arriver par l'extrémité 3'. D'accord? Donc on a cette convention pour le brin matrice par rapport au fait du sens de lecture de l'ARN polymérase. Par opposition, le brin va du coup être le brin sens, et pourquoi est-ce qu'on appelle celui-là le brin sens? C'est parce qu'en fait, une fois que vous avez votre ARN, qui est ici, et qui d'ailleurs, du coup, puisqu'il est synthétisé par complémentarité, on a un sens de lecture de 3' en 5', et un sens de synthèse de 5' en 3'. Alors ça, au début, ça embrouille, mais à force de voir, à force de lire, vous allez vous y faire, d'accord? Donc ici, j'ai mon ARN, et le truc, c'est que j'ai mon brin, ici, qui va être transcrit, et tout est fait par complémentarité. Donc en fait, j'ai mon ARN, au final, qui va être complémentaire de celui-là. C'est-à-dire que si j'ai par exemple, si j'ai un G ici, j'aurai un C sur mon brin matrice, et donc j'aurai un G sur mon brin sens. D'accord? Et donc au final, si je regarde le brin sens, c'est exactement la séquence de l'ARN, à une seule chose près, laquelle? Les T à la place des U. D'accord? Puisque le code ARN n'a pas de nucléotide T, il n'a que des U. Donc en fait, on parle de brin sens, parce que quand on vous donne, si je vous donne le brin sens d'un gène, eh ben vous avez directement la séquence de l'ARN, vous avez directement, si vous avez le code génétique, la séquence de la protéine. Donc c'est pour ça. Et d'ailleurs, retenez tout de suite, gravez dans votre tête, que quand on vous donne un gène, on ne va pas toujours vous le dire, mais le brin sens, c'est toujours celui qu'on vous donne par convention. Si, dans un tuto, dans un concours blanc, vous avez une séquence, on dit voilà, le gène machin qui a cette séquence dans telle partie, et ben, même si on ne vous met pas les 5', 3', etc., par convention, c'est le brin sens. D'accord? Donc ça va vous permettre de, derrière, retrouver directement la séquence de la protéine. Donc commencez pas à vous dire, ah mais peut-être qu'ils m'ont donné le brin anti-sens, donc du coup il faut que d'abord je prenne le brin complémentaire et qu'ensuite j'aille très bien une protéine. Non, par convention, on vous donnera toujours le brin sens. D'accord? C'est de toute façon la chose la plus logique. Encore une fois, c'est la logique que je veux vous retenir là-dedans, si possible, plutôt que d'apprendre par cœur ces trucs-là. Ensuite, donc là, on est dans l'ADN double brin. Mais ce que je vous ai dit, c'est que les chercheurs, ce qui les intéresse, c'est les gènes. C'est pas juste l'ADN comme ça, c'est cool, c'est beau. Même s'il y en a certains qui s'intéressent qu'à ça, mais la plupart du temps, ils aiment bien savoir ce qui se passe au niveau des gènes et le lien entre les gènes et un phénotype au final. Les généticiens, c'est ça leur boulot, c'est-à-dire d'essayer, face à une pathologie qui est vachement bizarre, d'essayer de trouver quel est le gène en cause. Donc, on va aussi avoir des conventions, une schématisation pour les gènes. Donc, je viens de vous dire qu'on donne toujours par convention la séquence 5', 3'. Donc forcément, quand on va vous présenter un gène, on ne va pas marquer les deux brins, d'accord? Parce qu'on a compris ce qui s'est passé avant, et nous on veut vous faire au plus simple pour aller au plus vite maintenant, donc je ne marque qu'un seul brin quand je veux marquer un gène. Et ce seul brin, évidemment, si je donne une séquence, ça va être le brin 5', 3', puisque je donne le brin sens, puisque c'est la convention, blablabla. Ça, il faut que vous reteniez. À partir de là, donc je fais mon brin comme ce qui est marqué ici, et à partir de là, je vais avoir un certain nombre de régions, puisqu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que le gène est cartographié, d'accord? Déjà, il y a une chose toute simple que vous avez vue en biologie cellulaire, c'est la notion d'exon-intron. C'est-à-dire que quand vous avez votre gène, vous avez des exons, des introns, ensuite on va avoir la traduction d'un ARN prémessager, cet ARN prémessager va subir le phénomène d'excision-épissage, et ensuite on va avoir mon ARN. C'est ce qu'on voit ici, vous avez les exons qui sont marqués en carré, les introns à cet endroit-là, pré-ARN messager et ARN messager. Ensuite, un truc qui est un peu plus particulier à la génétique, à la biochimie, c'est ce qui se passe avant. En fait, je vais faire un autre schéma au tableau très vite fait. Très blanche, comme il a fait tout à l'heure. Donc, par rapport à tout à l'heure, ce que vous devez retenir, donc là, ok, vous avez une succession d'exons, d'introns, exons, introns, etc. Ok. Ensuite, ce que je veux que vous reteniez, c'est que là, c'est un peu plus spécifique à la biochimie, donc on va avoir une position qu'on va définir comme une nucléotide plus 1, c'est là où commence
la transcription. Donc, il y a le schéma après, je vais vous montrer, mais ce que je veux vous retenir, c'est qu'on a d'une part une première séquence qui se trouve en amont du gène, en amont, donc avant, d'accord? Ici, qu'on va appeler la région promotrice. Cette région promotrice est juste à côté du nucléotide plus 1. C'est elle qui va permettre de fixer l'ARN polymérase. D'accord? Donc c'est dans cette séquence-là qu'on va avoir, c'est dans cette région-là qu'on va retrouver les séquences qui vont dire à l'ARN polymérase de venir par là. Et en plus, c'est cette région-là qui va l'orienter. Parce que je vous rappelle qu'ici on a deux brins, et l'ARN polymérase, il faut lui dire de venir ici pour lire le gène dans ce sens-là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'elle lise de 3' en 5' en passant par là. D'accord? Puisque dans ce cas-là, elle lirait le gène dans le mauvais sens. Et donc du coup, le promoteur se trouve toujours du côté 5' du brin sens. Ok? Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir orienter le sens de lecture pour l'ARN polymérase. Alors il y a quelqu'un qui m'a posé une question une fois là. Oui, est-ce que des fois il y a deux régions promotrices, une là, une là? Ouais, mais très rarement quand même. Hein. Des gènes qui se lisent dans les deux sens, c'est peut-être 0,003% des gènes et c'est pas du tout le sujet en P1. Donc la question peut se poser, mais ça, on vous embêtera pas avec ça cette année. Et ce que vous devez retenir d'autre, c'est qu'il y a une autre région qu'on appelle la région régulatrice, et celle-là, pour le coup, elle va se retrouver beaucoup plus loin par rapport à la séquence du gène. D'accord? Il faut vraiment que vous différenciez les deux. Et à quoi va servir cette région régulatrice? Cette région régulatrice ne va pas agir sur la fixation ou non de l'ARN polymérase. Cette région régulatrice, bon, elle peut se trouver plus près. Hein. Ça, c'est juste pour vraiment vous mettre dans l'idée que ce n'est pas forcément juste à côté du gène. Cette région régulatrice va soit activer, grâce à des facteurs de transcription activateurs, elle va favoriser la transcription de ce gène, c'est-à-dire qu'une fois que l'ARN polymérase est fixée, elle va favoriser son action, ou inversement. Donc ça se fait dans des situations physiologiques. On imagine un cas d'inflammation, par exemple. Si on a une inflammation, on a des cytokines particulières qui vont être libérées et qui vont, par exemple, essayer d'empêcher l'inflammation. D'accord? Donc ces cytokines vont agir comme des facteurs de transcription. Elles ne vont pas jouer sur la région promotrice, elles vont a priori aller jouer sur des séquences qui sont plus loin du gène, au niveau de la région régulatrice. Et elles vont, par cette action, favoriser ou défavoriser la fabrication d'autres types de protéines. D'accord? Donc pour l'instant, moi ce que je veux juste que vous reteniez, c'est cette différence entre région promotrice et région régulatrice, et le fait que la région régulatrice ne se trouve pas forcément du tout à côté du gène. Et ça, pourquoi c'est important? C'est important parce que quand on cherche qu'est-ce qui cause une maladie, eh ben, on n'est pas obligé de chercher juste à côté du gène. Hein. Si on est en train de se dire, bah tiens, ce gène, j'ai un problème, j'ai l'impression qu'il n'est pas exprimé. Si on se borne à étudier juste cette partie-là, bah, il y a beaucoup de fois, on ne va rien trouver. D'accord? Parce que des fois, ça se joue dans des régions qui sont beaucoup plus loin. Donc ça, c'est déjà un concept que vous devez vous mettre dans la tête, c'est que tout n'est pas regroupé au niveau du gène. Et dès qu'on a un problème au niveau d'un gène, ça ne se joue pas forcément dans cette région-là. Deuxième truc, deuxième chose qu'il faut que vous commenciez comme concept à retenir, c'est que on vous a dit peut-être en biologie de manière assez rapide, les introns, ça sert à rien. C'est vrai la plupart du temps, c'est-à-dire que bah, ça ne code pas pour une protéine. Par contre, une mutation dans un intron peut entraîner des problèmes au niveau du gène. Pourquoi? Parce qu'il y a des séquences au niveau des introns qui régulent l'excision-épissage. Donc on peut très bien avoir une mutation ponctuelle, par exemple, au niveau d'un intron, qui va entraîner des défauts d'épissage, qui va entraîner par exemple le saut de tout un exon. D'accord? Ou inversement, qui va laisser un intron. Donc voilà, ces deux concepts, vous pouvez le retenir, c'est qu'on peut avoir des mutations dans des introns qui causent des problèmes, on peut avoir des mutations beaucoup plus loin d'un gène qui peuvent causer des problèmes sur ce même gène. D'accord? Deux grands concepts que vous devez commencer à avoir. Donc voilà pour cette diapo, c'est par rapport à la cartographie. Ensuite, on va voir d'autres diapos dans ce sujet-là. Ici, c'est juste une petite diapo pour vous dire, enfin c'est une diapo qu'on a fait parce qu'on a un constat qui est assez bizarre, c'est que tout le monde adore la biologie cellulaire et beaucoup de monde déteste la biochimie, alors qu'en fait c'est exactement la même chose, c'est juste pas à la même échelle. Donc les profs sont peut-être un peu plus barbants en biochimie, mais globalement c'est bizarre d'adorer la biologie cellulaire et de détester, comme c'est pas permis, la biochimie. Puisqu'en fait, si on creuse un petit peu, c'est juste exactement la même chose. Quand vous allez regarder les sujets de concours blanc, c'est de la même manière qu'on fait les deux trucs. Hein. Nous, on prend un article scientifique et puis on le transforme en QCM, et en biologie, en biochimie, on fait exactement la même chose. Donc en fait, c'est juste une question d'échelle. Tout ce qui est biologie cellulaire, vous allez le retrouver à cet endroit-là, tout ce qui est histone, condensation, hétérochromatine, chromatine, étude des chromosomes, étude du mécanisme dans le noyau, etc. Et nous, on va plus s'intéresser à ce qui se passe au niveau des gènes. Mais au final, les deux sont complètement complémentaires et il n'y a pas de raison de préférer l'une à l'autre.
Et autre truc, niveau vocabulaire, ne confondez pas toutes ces notions-là, d'accord? Là, entre la biologie cellulaire et la biochimie, on présente plein de trucs, nucléotides, nucléosides, nucléosomes, rien à voir. Nucléotides, nucléosides, c'est ce que je viens de vous expliquer juste avant dans l'histoire des petits Lego pour fabriquer de l'ADN. Nucléosome, c'est quelque chose qui joue un rôle au niveau de la structure des histones, etc. D'accord? Donc rien à voir, pareil, ne différenciez pas chromosome, chromatide, chromatine. La différence entre chromosome et chromatide, on va le voir juste après. Par contre, la chromatine, c'est ce que vous avez déjà vu normalement en biologie cellulaire, c'est le fait d'être condensé ou décondensé de manière générale au niveau de votre noyau. Okay, donc, on va commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on va commencer à parler des mutations. Maintenant que vous connaissez bien la structure, que vous commencez à voir un petit peu comment on parle de tout ça, comment les chercheurs définissent leurs idées grâce à une schématisation de tout ça, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, ce schéma est censé vous expliquer un petit peu comment évolue le chromosome en fonction du cycle cellulaire. C'est important. Ce que vous devez retenir, normalement vous allez voir, je ne crois pas que vous le voyez en présenté, vous allez voir très précisément le cycle cellulaire pendant le premier semestre. Il y a deux grandes périodes que vous devez... donc là, vous avez vu, on fait un peu de biologie cellulaire au passage. Donc, il y a deux grandes périodes que vous devez différencier. Je ne vais pas le faire aussi précisément que les biologistes, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est juste ici, j'ai la mitose. Il y a une partie où je prépare cette mitose, et il y a toute une partie où la cellule vit. D'accord? Et il faut bien que vous différenciez ces deux trucs-là, parce que la plupart du temps, en biologie moléculaire, en génétique, on va plus s'intéresser à cette partie-là. Parce qu'en fait, la cellule, dans la partie où elle se prépare à se diviser, elle est assez égoïste. Elle pense qu'à sa gueule. Elle pense juste à se répliquer elle-même et elle arrête toutes ses fonctions. D'accord? C'est-à-dire que une cellule thyroïdienne, par exemple, qui est en division, elle va arrêter de synthétiser les hormones thyroïdiennes le temps qu'elle se divise. D'accord? Donc nous, comme on est en train d'essayer d'étudier ce que font les gènes et en quoi ça perturbe les éléments aux alentours par rapport aux protéines qui sont faites ou pas, nous on va être beaucoup plus dans cette partie-là. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que les chromosomes qui portent les gènes, donc nous on fait vachement attention au nombre de chromosomes, au nombre de chromatides qu'il va y avoir, parce que plus il y a de copies d'un gène, en fonction du nombre de copies de gènes qu'on va avoir, on ne va pas tirer les mêmes conclusions. Donc vous devez faire attention en fait que pendant toute la partie où on est en pré-mitotique, où la cellule pense qu'à sa gueule, on a deux chromatides sœurs, et quand on dit sœurs, c'est quand on présente un chromosome comme ça, juste avant duplication, elles sont totalement identiques. J'insiste. Parce qu'ensuite, vous allez avoir des chromosomes homologues. Donc des chromosomes homologues, c'est ce qu'on voit juste en dessous, ici avec une seule chromatide, d'accord? Et ces deux-là vont pouvoir éventuellement, pour un même allèle, avoir un gène qui va avoir deux allèles différents. Donc gène, allèle, l'exemple qu'on donne tout le temps, c'est que le gène définit une caractéristique, le gène c'est couleur des yeux, l'allèle c'est bleu, vert, marron, jaune, etc. D'accord? Donc, mais par contre, n'allez pas me dire jamais que deux chromatides sœurs vont avoir des allèles différents. Quand vous raisonnez, comme on va voir juste après, sur est-ce que c'est homozygote, est-ce que c'est hétérozygote, etc., ne raisonnez jamais sur des chromosomes comme ça en vous disant, bah tiens, chaque chromatide a peut-être un allèle différent. C'est impossible. Ces deux chromatides, elles sont obtenues à partir d'un chromosome monochromatinien qui s'est dupliqué. Donc, il n'y a quasiment pas d'erreur de duplication, sinon la cellule meurt de toute façon. Donc, quoi qu'il arrive, les deux chromatides que vous allez avoir à cet endroit-là sont strictement identiques. Retenez ça. Par contre, ça ne va pas forcément être vrai pour les chromosomes homologues. Donc ici, on en a un qui vient du père et ici qui vient de la mère, par exemple. Et le père peut très bien transmettre l'allèle yeux bleus et la mère un autre allèle. D'accord? Donc déjà, avant qu'on continue, est-ce que la notion de gène, allèle, c'est bien clair? Parce qu'au début, on a un peu de mal, alors que c'est vraiment tout bête. Le gène, c'est une caractéristique, l'allèle, c'est une précision. D'accord? Donc, on va, à partir de ce prérequis, qui est le fait que nous, on va se concentrer sur cette phase-là du cycle cellulaire où on n'a du coup qu'une seule copie par chromosome, puisqu'on est avec des chromosomes monochromatidiens, on va différencier trois grands types de mutations, d'états de mutation. C'est les trois que je vous présente ici. Donc homozygote, on va s'intéresser à un gène JMP1 qui est JOREM-AP1. Donc ici, on a un gène JOREM-AP1 sur le chromosome 9 bleu et qu'on a exactement le même, c'est-à-dire qu'on parle du même gène, du même allèle. D'accord? Imaginons, pour cet exemple-là, le gène, ce serait le fait d'avoir sa P1, oui ou non. L'allèle, c'est j'aurai ma P1, et un autre allèle, c'est j'aurai pas ma P1. Ok? L'allèle donne une précision sur la caractéristique du gène
avant. Ok. Donc ici, je suis homozygote si j'ai exactement le même allèle au niveau de mes deux chromosomes monochromatidiens. Si, dans un autre cas ici, on a un gène, j'aurai ma P1 et un gène, j'aurai pas ma P1, on va se retrouver dans un état d'hétérozygotie. Et donc tout ça, ça va avoir un intérêt pour plus tard, c'est que quand on va étudier les mutations, il n'y aura pas les mêmes conséquences si on arrive à prouver par toutes les méthodes que je vais vous montrer après qu'on est dans un cas de figure homozygote ou hétérozygote. Okay. Ensuite, on a un troisième cas de figure qui est très rare, mais qu'on retrouve principalement dans deux situations. C'est que, normalement, comme on a toujours des chromosomes homologues pour la plupart des chromosomes, on a toujours les gènes en deux versions. D'accord? Mais il y a des cas de figure, par exemple le chromosome sexuel X et Y. Vous avez le chromosome X, les filles ont deux chromosomes X, qui fait à peu près cette taille-là, alors que le chromosome Y est beaucoup plus petit. Donc imaginons un garçon qui est XY, forcément tous les garçons a priori sont XY, et ben il y a forcément des gènes que le chromosome X va avoir, que le Y ne va pas avoir. Et ça c'est un cas de figure particulier. On ne peut pas dire que, imaginons qu'on a un chromosome, on a un gène ici, on va l'appeler A. On ne peut pas dire que le gène A est homozygote, puisqu'il n'y a pas d'allèle identique sur le chromosome Y. On ne peut pas dire que le gène A est à l'état hétérozygote, parce qu'il n'y a pas un allèle différent en face. On ne peut pas dire qu'il y a un allèle alpha, un allèle bêta en face. Il n'y a rien en face. Dans ce cas précis, on va parler d'hémizygotie. D'accord? Et cette situation se retrouve très rarement. Il n'y a que deux situations où on la retrouve, donc c'est sur le chromosome sexuel. Tous les gènes qui sont en plus sur le chromosome X qui ne sont pas sur le chromosome Y sont à l'état d'hémizygotie. Et on a aussi des cas particuliers, on imagine deux chromosomes homologues comme ça, avec normalement des gènes situés au niveau de ce locus-là. Mais si on a une grande délétion, très grande délétion, ça arrive très rarement que tout un gène parte comme ça. Mais c'est possible. Si on a une grande délétion qui vire complètement le gène, bah on aura à un endroit un allèle et de l'autre côté rien. Et donc c'est le deuxième cas, on peut parler d'hémizygotie. D'accord? Donc ça, en sortant de la préentrée, il faut que ce soit clair pour vous, la différence entre ces trois trucs. La différence entre gène, allèle, et puis savoir définir l'état d'une mutation. Petit aparté, là on parle des mutations parce qu'on est dans l'optique je suis généticien, je cherche la maladie, etc. Mais on peut parler, même pour un gène qui n'est pas malade, on peut parler d'homozygotie, d'hétérozygotie, etc. Par exemple la couleur des yeux, c'est pas une maladie d'avoir les yeux bleus. Et ben, imaginons qu'on a un allèle bleu, un allèle marron, on pourra dire pour ce gène, pour cette personne, elle est hétérozygote pour le gène couleur des yeux, puisqu'elle a un allèle yeux bleus, un allèle yeux marron. Ok? Même si c'est vrai que nous en P1 on va surtout s'intéresser à quand ça se passe pas bien, et donc du coup on utilisera ces termes-là pour les pathologies. Donc ces pathologies, voilà, donc là on parle pas encore des pathologies, on va parler des anomalies. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe pas bien? Donc déjà, avant, il faut que je vous présente une dernière notion structurale. On se retrouve ici au niveau du gène, d'accord? Donc par rapport à tout à l'heure, ce qu'on voit ici là, de 5' en 3'. Encore une fois, Brinsens, par convention, on a donné celui-là, même si je vous avais rien mis, vous auriez pu deviner que c'était Brinsens. Je me retrouve juste après le plus 1. Ici, on se fout un peu de tout ce qui se passe avant, d'accord? Je regarde là, ici, comment ça se passe. Et donc en fait, il y a une petite région en 5' et une petite région en 3' qui vont avoir un nom particulier. Ce sont les régions 5' UTR et 3' UTR. Ces régions correspondent à des régions qui sont transcrites, mais non traduites. D'accord? C'est-à-dire que, notez-le, ce sont des régions transcrites mais non traduites, c'est des régions qu'on va retrouver au niveau de l'ARN, mais qui ne vont pas coder pour des protéines. Donc un QCM, QCM, est-ce que tous les ARN du messager codent pour une protéine? Faux. Il y a la région 5' UTR, 3' UTR. D'accord? Donc c'est là que commence la transcription, mais la traduction, c'est-à-dire le passage de l'ARN à la protéine, commence au codon AUG, au codon initiateur. C'est un codon que vous devez connaître. AUG ou ATG, codon initiateur qui code pour une méthionine tout le temps. Donc, toute protéine qui sort d'un ribosome sort avec un méthionine en N-terminal. Par contre, ne retenez pas que toute protéine dans la nature a toujours une méthionine en N-terminal, puisque cette protéine va subir des modifications post-traductionnelles qui vont virer, dans 80% des cas, vont virer la méthionine et virer d'autres trucs. Mais par contre, si on vous pose une question du style est-ce qu'on peut dire qu'en N-terminal on a une méthionine alors qu'on prend une photo au moment où la protéine vient de sortir du ribosome, c'est vrai, puisqu'elle devait forcément avoir un codon AUG pour commencer, donc elle a forcément une méthionine. On a ensuite tout ce qui est ici qui correspond à la région codante, et enfin la région 3' UTR, qui correspond à une région, encore une fois, transcrite mais non traduite. Pourquoi? Parce que la traduction s'arrête à un codon stop. Vous devez connaître là aussi les codons stop. UAG, UAA, UGA.
Au passage, pourquoi vous devez les connaître? C'est pas des questions de cours que vous allez avoir là-dessus. On va jamais avoir un QCM qui va vous donner des points parce que vous savez qu'un codon stop c'est l'UAG, l'UA ou l'UGA. C'est parce qu'on va vous donner des séquences en vous disant là il y a une mutation. Et vous devez être capable de repérer si dans une phase de lecture il y a un codon stop qui apparaît. C'est ultra important, c'est un des premiers trucs auxquels vous devez penser quand on vous dit mutation ponctuelle, quand on vous dit délétion, insertion. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça qui se crée parce que ça va avoir des grosses conséquences pour la suite? On va voir ça juste après. Donc imaginons, et d'ailleurs au passage, ce codon stop doit être dans le cadre de lecture du codon initiateur, d'accord? Quand je dis dans le cadre de lecture, c'est que les codons se lisent 3 nucléotides par 3 nucléotides. Mon cadre de lecture au départ est défini par mon AUG, et le seul codon stop qui va valoir est celui qui est dans le même cadre de lecture. Ici vous voyez que j'ai un UGA, mais il ne va pas être lu tel quel, il va être lu comme UUU et puis GAU. Et donc du coup on ne va pas parler ici de codon stop, d'accord? Ensuite, on va commencer à voir les différents types de mutations. Alors faites attention, il y a un bug employé, c'est non-sens ici. Là. Mutation non-sens, je crois qu'il y a marqué faux sens un peu. Non, il y a marqué non-sens. Tant mieux. Donc la première, la mutation faux sens. Normalement, j'avais un peu au lycée, c'est une mutation qui remplace un acide aminé par un autre. D'accord? Donc on a une mutation ponctuelle, dans le même cadre de lecture, on a juste un acide aminé qui change. Donc ici, par exemple, voilà, on a la transformation d'une arginine en glycine du fait d'un changement d'un acide aminé. Les mutations non-sens, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait que vous fassiez attention à ça, vous devez repérer les mutations non-sens, c'est quand on a un changement d'acide aminé qui entraîne l'apparition d'un codon stop. On a enfin des mutations qui sont silencieuses ou muettes. C'est des mutations où on va avoir un changement de nucléotide, mais qui ne va pas entraîner de changement d'acide aminé. Alors pourquoi est-ce que on appelle ça silencieuse? Enfin pourquoi est-ce que c'est possible? C'est parce que le code génétique est redondant. Il y a plusieurs codons différents qui vont coder pour le même type d'acide aminé. Donc tout ça, vous devez connaître déjà un petit peu. Maintenant, le truc que j'ai envie de vous présenter un peu plus ici, il faut que vous retiriez un truc de la tête, c'est que toutes les mutations silencieuses, bon, la plupart du temps ne font rien, d'accord, n'ont aucune incidence sur la protéine, mais il y a des cas où elles peuvent entraîner un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste vous focaliser sur qu'est-ce qu'il va y avoir au final au niveau de ma protéine. Imaginons que j'ai une mutation silencieuse qui se passe au niveau de mon début de mon exon ici. Ok, si je réfléchis en termes de ensuite qu'est-ce que ça veut dire pour la protéine, j'aurai le même acide aminé. Donc on peut très bien imaginer que ici ça va en plus perturber une séquence qui sert à faire l'excision-épissage. Encore une fois. D'accord? Donc une mutation silencieuse, il suffit qu'elle dégomme en plus un petit peu à côté une séquence qui sert par ailleurs à l'excision-épissage, bah, on ne va pas avoir de problème au niveau de l'acide aminé au final, mais on va peut-être avoir des problèmes au niveau du déroulement de l'excision-épissage. Donc retirez-vous de la tête que c'est pas parce que c'est pas parce qu'on a un acide aminé qui en théorie ne change pas qu'on n'a aucun problème à côté. D'accord? Il peut quand même y avoir des problèmes dus au fait qu'on va toucher à l'excision-épissage. On a ensuite un autre type de mutation qui sont les insertions et les délétions. Donc ces insertions et ces délétions, on va surtout faire attention à elles lorsqu'elles ne vont pas correspondre à un multiple de 3. Pourquoi? Parce qu'imaginons que j'ai une insertion d'un seul nucléotide, je décale derrière tout le cadre de lecture. Puisque par rapport à mon AUG, ici, ribosome va continuer à lire les codons 3 en 3. Donc ici, si j'ai introduit un C, je vais avoir un changement de cadre de lecture. Je vais plus lire UCA, je vais lire CUA, et ça pour tous les codons qui vont arriver après. Donc un truc que vous devez commencer à retenir, c'est que c'est pas juste, ok, on va lire autre chose, on va faire autre chose. Non, la plupart du temps, on a un codon stop prématuré qui va arriver au bout de 4-5 codons, très rapidement. Et donc, dans la plupart des cas où on a un décalage du cadre de lecture, on va très souvent avoir une protéine instable et puis carrément dégradée. C'est-à-dire que si jamais, vous allez voir après, on va faire des techniques pour voir le gène, pour voir l'ARN, pour voir la protéine. Je fais un petit exemple ici à l'oral. Imaginons qu'au niveau de mon gène, je ne vois aucune distinction si je fais un blot. D'accord? Bon, imaginons qu'il y a eu une insertion d'un nucléotide, je ne pourrais pas le voir sur un blot. Donc mon gène a l'air normal. Derrière, mon ARN a l'air normal aussi. Par contre, derrière, j'ai pas de protéine. Bon, bah là, si on vous met une question du type est-il possible qu'il y ait eu une insertion d'un seul nucléotide qui a décalé le cadre de lecture entraînant un codon stop prématuré, entraînant une dégradation prématurée de la protéine? C'est possible. D'accord? Donc voilà, c'est comme ça que vous devez commencer à raisonner dès la pré-entrée, c'est-à-dire faire le lien du gène à la protéine et pas toujours être uniquement sur le fait que la séquence va entraîner un changement d'acide aminé ou pas. Il y a ça, il y a le changement d'acide aminé derrière, mais il y a aussi toute la mécanistique qui peut être modifiée par des mutations. Ici, vous avez juste une diapo récapitulative, donc ça c'est tout ce que je viens de dire, il y a juste une petite notion en plus
pour le faux sens non conservatif et conservatif, c'est-à-dire que des fois on a un changement d'acide aminé, mais ça ne va pas changer grand-chose puisque les deux acides aminés ont quasiment les mêmes caractéristiques. Okay. Par contre, il y a des fois où je change un acide aminé, disons que je mets un tryptophane à la place d'une glycine, c'est un exemple extrême, puisque je mets le plus gros acide aminé à la place du plus petit. Bon, bah là, on va avoir un encombrement sterique qui va d'un seul coup être beaucoup plus important à cet endroit-là, et donc on risque d'avoir un certain nombre de problèmes. Vous visualisez bien ça, donc cette notion de vocabulaire, encore une fois, de faux sens conservatif et non conservatif. Ce petit schéma ici, je crois qu'il sert juste à vous expliquer une autre petite convention de notation, c'est que en fait, ça on vous a déjà dit en biologie cellulaire, du côté 5', on va avoir la coiffe de guanosine, et du côté 3', la queue polyA. Au passage, à quoi ça sert? C'est juste que votre ARN, si vous voulez, tout le monde va essayer de le bouffer dans la cellule. C'est-à-dire que c'est bon un ARN à manger, alors du coup toutes les enzymes vont essayer de le dégommer. Mais lui, il se protège, il a du côté 5' une coiffe de guanosine qui va empêcher les exonucléases de l'attaquer par ce côté-là, et de l'autre côté, il a une queue polyA avec des milliers de A. Et donc en fait, il peut commencer à se faire bouffer éventuellement par cette extrémité, mais il restera jamais assez de temps dans la cellule pour que les enzymes aillent jusqu'à la séquence qui est importante. C'est-à-dire qu'elles vont manger du A pendant je sais pas combien de temps, mais elles vont jamais arriver aux exons, aux introns, etc. Okay, donc ça, c'est juste le mécanisme de défense. Et sachez juste que la coiffe de guanosine est nécessaire à l'ancrage de l'ARN dans le ribosome. Et donc c'est forcément par ce sens-là, par le 5' que l'ARN va rentrer dans le ribosome. Et en fait, c'est par ça qu'on réussit à comprendre, par logique, que du coup, l'extrémité 5' correspond à l'extrémité NH2, à l'extrémité N-terminale, puisque l'ARN rentre par le côté 5' dans le ribosome, et la première chose qui sort du ribosome, c'est le côté N-terminal, puisque la protéine est traduite de N-ter en cytosine. Okay, et donc du coup, voilà, si vous retenez que la coiffe de guanosine s'ancre dans le ribosome, que la coiffe de guanosine est en 5', vous savez que du coup, forcément, le 5', la séquence 5' va correspondre au N-terminal. Du coup, je réponds à N-terminal quand je prends une photo juste après mon ribosome. Vas-y Marwan, rallume. Ah, fuck de merde. Dépêche-toi. Donc j'aurais quoi si je prends une photo juste après que ma protéine ait été traduite au niveau N-terminal par rapport à ce que j'ai dit comme acide aminé, méthionine, puisque c'était le codon AUG, etc. Ensuite, donc là on va passer aux méthodes d'études. Donc là on a vu, ce qu'on a vu, structure, schéma, comment vont se passer les mutations. Maintenant tout ça, il va falloir qu'on réussisse à le regarder grâce à un certain nombre de méthodes. Là-dedans il y a beaucoup de méthodes, notamment les dernières, on vous les a mis surtout, on vous les a détaillées surtout pour plus tard. Quand vous allez les voir avec Bedjord, vous pourrez revenir à ce poly-là parce qu'on va les expliquer un peu mieux que dans ce poly, en tout cas par rapport à celui de l'an dernier. Mais pour la pré-entrée, il faut juste que vous les compreniez. Par contre, les méthodes que vous devez retenir, c'est celles que je vais vous présenter dès le début, d'accord? Et je vous dirai quand que vous en reteniez une. Mais par exemple, enzyme de restriction et polymérase et Southern blot, Northern blot, mais celles-là, c'est des méthodes qui sont vachement analogiques avec le Western blot que vous avez déjà vu. Il faut absolument que vous les reteniez dès la pré-entrée, ok? Donc on va y aller petit à petit. Les enzymes de restriction sont à la base, parce qu'en fait toutes les méthodes, que ce soit surtout en biologie nucléaire, vous me disiez que toutes les méthodes, on reprend toujours des trucs qui se passent de manière physiologique et on joue avec. C'est-à-dire qu'on va jouer avec le mécanisme de la réplication pour faire de la PCR. On va jouer avec les enzymes de restriction pour des méthodes pour faire des tests diagnostiques. Les enzymes de restriction, à la base, sont des enzymes qu'on retrouve dans des bactéries et c'est en fait une arme qu'utilisent les bactéries pour se défendre contre les agressions adverses. Donc, pourquoi? Parce qu'imaginons qu'une bactérie commence à se faire infecter par un virus. Le virus contient de l'ADN, d'accord? Et si cet ADN commence à s'insérer, commence à rentrer dans un cycle au niveau de la bactérie, il va commencer à créer un certain nombre de problèmes phénotypiques. Le truc, c'est que la bactérie est bourrée d'enzymes de restriction, BAM1 et CoR1, on va les voir juste après. Et ces enzymes de restriction vont attaquer spécifiquement l'ADN du virus, parce qu'elles vont le cliver. Elles vont en fait reconnaître des séquences bien particulières, elles vont cliver à cet endroit-là, comme on va le voir juste après. Et en fait, en clivant cet ADN, elles empêchent du coup l'intégration du virus et du coup elles combattent les virus de cette manière-là. D'accord? Nous on a les anticorps, etc. Bah, là c'est quelque chose d'encore plus archaïque, c'est les enzymes de restriction, c'est juste de l'ADN qui vient, on le dégomme. Donc c'est pas mal quand c'est des virus, mais après bon, des fois ça peut causer un certain nombre de problèmes. Mais il y a deux grands types d'enzymes de restriction, les endonucléases, parce qu'elles coupent en dedans, les exonucléases qui arrivent par l'extrémité. Retenez bien cette notion de vocabulaire, puisque vous allez voir que certaines polymérases sont dans un sens ont une activité de polymérase et dans un certain sens peut avoir une activité exonucléase. On a des ARN polymérases pardon, qui sont capables de bouffer les nucléotides qui sont en phase 2 en même temps qu'ils synthétisent quelque chose derrière. Et ça on va vachement l'utiliser pour nos techniques après.
Ok? Donc voilà pour les enzymes de restriction. Je crois que j'ai mis l'animation à vous montrer là-dessus. Mais... Voilà, donc ça c'est juste une démonstration de ce que je vais vous montrer. Donc les enzymes de restriction arrivent, reconnaissent une séquence bien particulière. Elles vont cliver par rapport à cette séquence et laisser ensuite des extrémités. Et donc par rapport à ce qu'on a dit, qu'est-ce que. Bon là on ne sait pas trop les 5 primes, 3 primes, etc. Mais qu'est-ce qu'on va avoir ici a priori qui dépasse? Forcément. Par rapport à la structure, on va avoir d'un côté un phosphate et de l'autre côté un OH. D'accord? C'est obligé, puisqu'on coupe, on a séparé les liaisons, et donc là on vous montre une autre type d'enzyme. On se trouve un peu ici pour l'instant nous, mais qui est une ligase, je crois que vous l'avez vu un peu en biologie cellulaire pour les fragments de Kazaki. Ce qui permet de relier les fragments de Kazaki lors de la réplication, c'est une ligase en fait, qui va permettre de relier les différents petits brins entre eux. Vous avez vu? La réplication est prévue en biologie cellulaire? Donc voilà, donc ce que je viens de vous dire, c'est que par rapport à ça, en fait, la plupart du temps, on va avoir, enfin, ce qui va couper, c'est des séquences palindromiques qui vont être reconnues, d'accord? C'est-à-dire qu'ils peuvent se lire de la même manière dans un sens comme dans l'autre. Par exemple, ici, vous avez CCC, GGG. Si je lis la même chose de 5' en 3', bah, j'ai CCC, GGG, d'accord? Une séquence palindromique, c'est ça. Et on va avoir deux types d'extrémités, donc ça c'est une notion de vocabulaire juste, hein. Ne me dites pas derrière ça sert à quoi et tout, c'est juste que les gens parlent comme ça. Hein. Donc on peut avoir soit des extrémités cohésives lorsque on a une coupure qui se fait de manière inégale, soit des extrémités à beau franc quand la coupure se fait de manière égale. Okay? À quoi ça sert? On va utiliser ce genre de choses pour un test diagnostique. Donc regardez ici, c'est une technique qui s'appelle le RFLP. On imagine que je connais cette séquence, qui est la séquence wild type où tout va bien. Et j'ai ici une mutation que je connais, qui peut arriver avec l'emplacement ici, j'ai un C qui arrive à la place d'un T. Okay, donc on imagine qu'ici, par exemple, c'est pas du tout vrai ce que je vais vous dire, mais ici, si on a cette séquence-là, on a la drépanocytose, par exemple. Okay, ici, si on a ça, on va bien. Donc on imagine, bah voilà, les parents ont la drépanocytose, et on veut savoir si l'enfant qui arrive va avoir aussi la drépanocytose. On s'arrange pour réussir à avoir de l'ADN de l'enfant. Donc s'il est dans le monde de la mère, on peut faire des prélèvements, et puis on peut avoir une toute petite quantité d'ADN. Vous allez voir comment après on arrive à l'utiliser quand même. Et à partir de là, on va utiliser l'enzyme de restriction. Donc chez une personne qui va bien, on va avoir quelque chose comme ça, parce que l'enzyme de restriction coupe à cet endroit-là. D'accord? Maintenant, parce qu'elle reconnaît cette séquence-là, elle reconnaît, imaginons, TGC, TAG. Maintenant, si le petit a la drépanocytose, il va avoir ici CAG et non plus TAG. Du coup, l'enzyme de restriction ne va pas reconnaître cette séquence. Si elle ne reconnaît pas, on va avoir un profil électrophorétique comme ça. Et donc, du coup, on va pouvoir dire, en regardant ça, bah, là, lui, il a la drépanocytose et lui, non. Et tout ça, juste en connaissant, en fait, la séquence normale, la séquence mutée, on utilise une enzyme de restriction qui va ne couper qu'une seule des deux. Si on a une coupure, on pourra dire, bah, tiens, il y avait cette séquence-là, du coup. Donc, par rapport à ça, on arrive, du coup, à faire un certain nombre de diagnostics, et ça, c'est une méthode qui est ultra utilisée pour repérer des mutations ponctuelles au niveau de points chauds. Les points chauds, ce qu'on appelle les points chauds, c'est des endroits dans l'ADN où on a souvent des mutations. Enfin, on sait statistiquement qu'à cet endroit-là, il y a une forte probabilité, par les statistiques, qu'il y ait des mutations. Donc on peut s'arranger pour avoir une enzyme de restriction qui coupe à cet endroit-là la séquence de base, et on se dit, bah, s'il n'y a pas de coupure, bah, tiens, cet endroit-là, il doit y avoir un problème, du coup je séquence. Parce que là, on est encore dans une logique. Là, je prends un peu de recul par rapport à tout le cours, par rapport à ce que vous allez voir après. On est encore dans une logique qui va peut-être disparaître bientôt, mais tant pis. Parce que maintenant, on est capable de faire du séquençage au débit. Donc en fait, quand un petit arrive, au pire, on appuie sur un bouton, en 10 minutes, on a tout son génome, et ensuite on regarde. Donc ça, c'est peut-être ce qui va... Enfin, c'est de plus en plus comme ça que les gens vont raisonner, en fait, les généticiens, le génie moléculaire, etc. Mais là, on était encore dans une logique où il n'y avait pas cet outil-là. Donc l'idée, c'était de repérer le problème, et on ne pouvait pas faire un séquençage à chaque fois. D'accord? Donc l'idée, c'était d'avoir des premières méthodes qui balayent un petit peu, qui disent on va voir par là. Et donc ça, c'est typiquement le truc. Bah, voilà, si je vois ce truc-là, je ne sais pas forcément qu'il va y avoir un C ici, d'accord? Mais je sais déjà qu'il n'y a pas de T. Et s'il n'y a pas de T, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, si je veux connaître plus ce problème, je ferai le séquençage. Mais là, à ce moment-là, et dans les cours que vous allez avoir, on est encore dans la logique où il faut d'abord un peu régler le problème, et ensuite on fait du séquençage. On ne va pas faire du séquençage immédiat.
Puisque de toute façon, cette méthode de séquençage de débit et de séquencer tout d'un seul coup, le gros problème qu'il y a là, c'est qu'il y a tellement d'informations en même temps que la plupart du temps, on va même pas aussi vite qu'en faisant ça. Avec ça, on arrive déjà à s'orienter et ensuite on séquence ce qui est vraiment intéressant. Et on a juste l'information qu'il nous faut. On n'a pas tous les chromosomes d'un seul coup à analyser, ce qui est un peu lourd et très lent. Donc voilà, est-ce que c'est bon pour les enzymes de restriction? On passe au Southern blot. Pour la petite histoire, pourquoi est-ce que tout s'appelle Southern blot, Western blot? Je ne sais pas si on l'a dit, mais le premier qui a trouvé ça, c'est un monsieur qui s'appelait Southern, et il a trouvé ça pour l'ADN, d'accord? C'est ce qu'on va vous montrer là un petit peu. Et derrière, ceux qui ont utilisé les mêmes méthodes pour l'ARN, pour la protéine, ils s'amusent beaucoup quand même, les chercheurs, et donc ils ont appelé ça Western blot, Northern blot, par analogie à son vrai nom. Mais à la base, voilà, le premier qui a été trouvé, c'est celui-là. Le principe, c'est de faire migrer les séquences d'ADN. Ça va nous intéresser parce qu'on va pouvoir, par rapport à ça, retrouver leur taille et éventuellement voir, comme ce qu'on a vu juste avant, s'il y a une coupure ou pas par des enzymes de restriction, par exemple, et de les révéler. Donc, le principe, ce qu'on vous a mis ici, c'est pas ultra important de lire à fond cette diapo, mais ce qu'on vous a mis là, c'est juste que tout ça repose sur un principe d'hybridation. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir nos séquences, on va utiliser la température pour retrouver du simple brin, et par rapport à ce simple brin, on va envoyer de l'ADN sonde, c'est-à-dire que j'ai mon ADN cible à la base, ce que j'ai envie de voir, c'est mon ADN cible, je m'arrange pour l'avoir en simple brin, d'accord? Et mon ADN sonde, je vais en fait utiliser la complémentarité par Watson-Crick pour essayer d'aller repérer cet ADN cible. Donc ça, on avait les anticorps pour les protéines. On va rarement utiliser les anticorps en biologie moléculaire, on va plutôt utiliser des sondes qui sont a priori complémentaires avec ce qui nous intéresse, et on va marquer ces sondes oligonucléotidiques, d'accord? Donc on a une complémentarité anticorps-protéines pour le Western blot. Ici, on va utiliser des oligonucléotides marqués qui vont aller nous montrer où se trouvent les séquences qui nous intéressent, d'accord? Pour la révélation spécifique. Encore une fois, il y a aussi un type de révélation non spécifique. En protéines, c'était quoi la révélation non spécifique? Est-ce que vous en souvenez? Bleu de Comassi, très bien. L'équivalent du bleu de Comassi, pour ici, vous allez le voir, c'est le bromure d'éthidium ou PET. Enfin, pas forcément ça arrive après, mais voilà, ça, il faut le retenir. Ici, je ne vais pas m'attarder, c'est les différentes étapes pour faire un Southern blot. En pré-entrée, on s'en fout un peu. Après, pour la vraie vie dans le labo, c'est évidemment ultra important parce qu'il faut savoir faire le protocole pour pouvoir arriver à un bon truc. Et au-delà de ça, pour la P1, c'est aussi intéressant parce que de temps en temps, il y a des questions qui tombent là-dessus. Voilà, est-ce que je fais le lavage avant tel truc, etc. Donc pour l'instant, vos amis, ils sont juste et puis vous aurez à les apprendre à un moment. Mais celle-là, pour le coup, apprenez-les en temps voulu. Hein. Apprenez pas d'avance là-dessus, ça ne sert pas à grand-chose. Encore une, donc voilà toutes les étapes. Sachant que je peux vous faire un mini rappel sur l'électrophorèse, mais je pense que ça commence à rentrer. L'électrophorèse, je pars d'un gel d'agarose dans lequel que je vais soumettre à différence du potentiel. Okay, donc ici, moins le plus. Je vais mettre une séquence ADN, sachant que comme j'ai étudié la chimie et la structure de l'ADN, je sais qu'à un certain pH, je peux m'arranger pour avoir l'ADN chargé négativement, comme vous pouvez le voir ici. Okay, donc ça, c'est des fonctions acide-base, je ne vous refais pas à fond. Mais comme il est chargé négativement, en plus de la gravité qui va le faire tomber, mais encore une fois, on n'attend pas juste qu'il tombe par gravité, parce que sinon on peut attendre 3-4 ans avant d'avoir un gène. Comme il est chargé négativement, il va être attiré par le plus. Donc du coup, on va avoir une migration de ces différentes séquences dans un gel de polyacrylamide qui est donc avec des mailles qui sont moins denses en haut qu'en bas. Donc je me retrouve toujours avec les plus grosses protéines en haut et les plus petites en bas. D'accord ? Et donc voilà, et à partir de là, je ferai ma révélation soit non spécifique bromure d'éthidium, je verrai toutes les séquences ADN, soit spécifique oligonucléotides marqués, et j'irai vers les séquences ADN qui m'intéressent. Okay ? Par exemple, ici j'ai fait quoi? Bromure d'éthidium ou oligonucléotides marqués? Bon, en vrai, les deux sont un peu possibles parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a d'autre dans le mélange. Mais en gros, a priori, ici, on va utiliser un oligonucléotide marqué qui va aller soit sur toute la séquence. Par exemple, on peut imaginer une sonde qui se mette comme ça, et une autre sonde qui va aller voir les deux séquences. Okay, donc on imagine ici que ça va plutôt être une révélation spécifique parce que c'est bizarre de faire ça, d'avoir réussi à avoir uniquement ces fragments-là. A priori, il y a plein d'autres fragments à côté qui traînent. Si on avait fait du bromure d'éthidium, on aurait des traits un peu partout.
Ici, c'est juste la technique, ça je l'ai déjà fait la dernière fois, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le gel c'est chiant parce qu'on ne peut pas l'utiliser, donc on va s'arranger pour, par capillarité, de faire ressortir tout ce qu'il y avait sur notre gel au niveau d'un papier, et c'est là qu'on va pouvoir traiter, faire tout le truc, prendre une photo et embêter les pélins en les mettant dans les concours blancs. Okay, donc c'est à cet endroit-là qu'on fait le transfert sur membrane. Donc la révélation, encore une fois, soit non spécifique, on voit tout, ou alors spécifique avec un oligonucléotide marqué. Cette diapo n'est pas passée, mais comme vous le voyez, elle n'est pas ultra importante, c'est juste pour dire que le Southern... Enfin, elle n'est pas ultra importante, elle n'est pas très dure à comprendre, par contre, il faut la connaître par cœur, que le Southern Blot, ça correspond à l'ADN, le Western Blot au protéine, comme vous le savez déjà, et le Northern Blot à l'ARN. Moi, mon moyen mémotechnique, aussi pourri soit-il, c'était un R dans le début de Northern Blot, donc du coup, c'était ARN. Donc ensuite, on passe à une autre méthode qui est pour le coup ultra importante. Dans les méthodes, je vous dis à la fin, on va commencer à se calmer un peu, vous allez juste essayer de les comprendre. Là, c'est là, pour le coup, il faut la connaître à fond. Donc dans ce que je vous disais tout à l'heure, pour la petite qui a peut-être la drépanocytose, l'idée c'est que, imaginons que j'arrive, alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère, à choper un tout petit peu d'ADN par n'importe quelle technique. Bon, bah, si je reste sur ce peu d'ADN, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Par contre, si je commence à utiliser cette technique qui est la PCR, mon but en fait, c'est qu'à partir de cette très petite quantité d'ADN, je vais réussir à le démultiplier de manière exponentielle. Et du coup, je vais avoir assez de matériel génétique pour pouvoir étudier éventuellement s'il y a ou non la drépanocytose. Le principe de base, en fait, ça repose sur le principe de base physiologique de la réplication, comme vous l'avez vu en biologie cellulaire, comme vous le voyez ici, avec un brin constant, avec les fragments de Okazaki, etc. En fait, on va réutiliser le principe de l'amorce et de l'ADN polymérase. Ce sont les deux outils qu'on va réutiliser, qu'on va prendre de la réplication pour la PCR. D'accord ? Pour faire une PCR, j'ai besoin d'amorces qui vont aller cibler la séquence qui m'intéresse et d'une ARN polymérase, d'une ADN polymérase plutôt, puisque là le but c'est pas de transformer en ARN, le but c'est de multiplier mon ADN. Donc je prends bien une ADN polymérase qui va pouvoir amplifier la séquence. D'accord ? Donc ça, cette diapo est juste c'est pour compléter ce que vous avez déjà vu en biologie cellulaire. Et ici, on voit un petit peu plus comment se passe la PCR. J'ai une animation à vous montrer après, mais en gros, on dénature les deux brins grâce à la chaleur, on dénature légèrement pour casser les liaisons hydrogènes pour les séparer, d'accord, pour permettre une certaine accessibilité. À partir de là, j'ai fabriqué en laboratoire des amorces qui vont aller s'hybrider avec mes deux brins, donc sur le brin anti-sens et sur le brin sens. Ces amorces sont des amorces d'ARN ou d'ADN. D'accord ? Physiologiquement, c'est quoi les amorces au niveau de la réplication? C'est de l'ADN ou de l'ARN? Dans la fourche de réplication, des amorces sont nécessaires pour entraîner cette réplication, et c'est des amorces de quoi? D'ARN. D'accord? Ici en labo, on fait un peu ce qu'on veut, on s'en fout. Si on a que de l'ADN sous la main, on va le faire avec, et puis c'est très bien. Et donc, du coup, on va hybrider ces amorces et ces amorces vont en fait délimiter une séquence cible qui nous intéresse. D'accord? Donc imaginons que par rapport à toujours le petit qui est dans le ventre de sa mère, on sait s'il y a une drépanocytose ou pas, on se dit le gène de la drépanocytose est par là, enfin le gène qui code pour le gène où je peux trouver la mutation qui va me dire s'il y a de la drépanocytose ou pas est par là. Connaissant moi le gène, je ne sais pas lui s'il a la mutation, mais le gène je le connais déjà, il est dans des bouquins, les chercheurs le connaissent. Donc je vais pouvoir trouver des amorces qui vont être parfaitement complémentaires de part et d'autre de cette séquence. Par rapport à ça, je fais ces amorces, elles vont me permettre de cibler cet endroit. Je lance mes ADN polymérases pour répliquer ce truc-là avant de pouvoir l'analyser. Donc ici, on ne voit pas grand-chose sur ce schéma, donc j'ai encore une petite animation là-dessus. Et au passage, cette animation, je vous les mettrai sur le forum. Donc, ici, on dénature à 94-96 degrés, d'accord? Donc ça permet de casser les liaisons hydrogènes, comme je vous l'ai dit. Et ce qu'on va faire, c'est que, voilà, imaginons que le gène qui m'intéresse est là. Je vais mettre des primers, donc ça c'est le nom en anglais, mais des amorces de part et d'autre du gène qui m'intéresse. Et je vais entraîner l'extension grâce à une tag polymérase. Alors pourquoi tag polymérase? C'est juste une polymérase particulière qui est capable de résister à la chaleur, d'accord? Parce que vous avez eu 94 degrés puis 72 degrés pour faire tout ça, c'est quand même, je pense, à être pas mal. D'accord, essayez de faire une PCR en même temps que vous faites bouillir vos pâtes dans l'eau bouillante, c'est un peu compliqué, donc il faut quand même une enzyme qui va résister à la chaleur, d'où l'utilisation de la tag polymérase, qui va pouvoir faire une extension comme ceci. Et en fait, on va faire ça pendant plein de cycles différents, c'est-à-dire qu'on va répéter ce cycle-là de dénaturation, remettre les amorces, refaire l'extension, et à force de faire tous ces cycles, on va voir arriver des séquences qui sont exactement de la taille qui nous intéresse. D'accord? Parce que nous, si j'ai ciblé spécifiquement cette partie-là, c'est parce que le gène qui m'intéresse, il est là. Tout ça, je m'en fous. Donc je vais en avoir quelques-unes, je vais avoir un petit peu de séquences, au final, de brins qui vont venir contaminer
mon expérience, mais au final, vous allez voir que à force de faire ces expériences d'élongation, je vais avoir uniquement ce type de séquence-là, enfin pas uniquement, mais majoritairement, d'accord? Et c'est celle-là qui m'intéresse, puisque ensuite, sur ce matériel génétique-là, je vais faire toutes mes méthodes, par exemple celle qu'on a vue juste avant, là, de RFFP, je vais utiliser mes enzymes de restriction sur cette technique-là, d'accord? Et là, je vais être sûr d'avoir un résultat, parce que j'ai beaucoup de matériel génétique. Alors que si j'avais eu une ou deux pop séquences du petit, bon bah, mes résultats, ils auraient pu être contestables, d'accord? Alors que là, je pourrais le prouver autant de fois qu'il faut pour être sûr et certain qu'il y a bien une pathologie. Donc si on continue au niveau des différents cycles, ça c'est juste pour vous montrer qu'en effet, à force de le faire, on a majoritairement les séquences qui nous intéressent. Donc ça c'est un graphique qui nous permet de voir au fur et à mesure les copies de ce qui nous intéresse par rapport aux copies totales, et au final on voit qu'on a majoritairement les séquences qui nous intéressent. Donc, encore une fois, juste un petit truc de vocabulaire, mais qui est assez évident encore une fois. L'amorce qui va s'hybrider sur le brin sens sera appelée l'amorce anti-sens, et l'amorce qui va s'hybrider sur le brin anti-sens sera l'amorce sens. Bon, mine de rien, ça regarde tout le monde comme ça, mais penchez-vous au moins une bonne fois pour toutes dessus, parce que des fois, dans l'énoncé, ils vont juste vous dire, alors on utilise l'amorce S, ils vont mettre une séquence, et AS, donc il faut tout de suite voir ces sens, anti-sens, voir à quoi ça correspond, il faut que ça aille vite, d'accord? Voilà, on se penche une fois dessus et après c'est fini. Donc ensuite, à quoi ça peut nous servir? La première application que je vais donner, c'est amplifier du matériel génétique. Deuxième application possible, c'est me dire, bah, est-ce que la séquence est là ou pas, au final? Parce que mes amorces, là, tout à l'heure, je peux très bien me dire, bah, je vais cibler la partie du gène qui m'intéresse, mais je peux très bien dire aussi, j'imagine que le problème se passe quelque part par là. Je me dis, bah, ici, là, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être un point chaud de mutation, et bah, je vais essayer d'envoyer mon amorce à cet endroit-là. D'accord? Et puis je vais en mettre une autre par là. Pourquoi? Alors, en quoi ça peut être intéressant? Parce que si jamais il y a un vrai problème à cet endroit-là, mon amorce, ça ne va pas s'hybrider. D'accord? Imaginons que j'ai 4-5 nucléotides qui déconnent à cet endroit-là. Mon amorce, elle va essayer de s'hybrider à cet endroit-là, mais elle ne pourra pas. Donc, je pourrais faire par rapport à un témoin, j'aurai une amplification. Par rapport à la personne où il y a un problème, bah, j'aurai pas d'amplification. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, si j'ai pas d'amplification, je me dis, ah bah tiens, voilà, ça y est, j'ai trouvé le problème est par là, je séquence ici. D'accord? Ça me permet de m'orienter dans mon séquençage, parce que voilà, je reste encore vague. Si je m'arrête juste, bah, il n'y a pas d'amplification, je dis, cool, il y a une mutation. Mais je sais pas laquelle. Donc voilà, ensuite la deuxième étape sera le séquençage, pour aller un peu plus loin. Et donc voilà, donc la deuxième technique, c'est ça. Troisième chose sur laquelle peut nous renseigner le PCR, imaginons que je me dis, il y a un point chaud de mutation cette fois, mais pas de mutation ponctuelle, mais il y a peut-être une délétion ici, j'en sais rien. Je pense qu'ici, il y a peut-être une grosse délétion. Donc ce que je vais faire, c'est que par rapport à un témoin, je vais utiliser des amorces à cet endroit-là qui vont me donner une bande à un certain endroit. Et chez la personne qui a sa grande délétion, je vais avoir une bande plus petite, plus basse, d'accord? Puisqu'il y a la délétion. Donc voilà, les trois grands cas d'application de ma PCR, c'est tout ça. Et on peut le voir ici, je vous ai mis des petits exemples. Donc ici, c'est l'exemple où on a une mutation ponctuelle qui empêche l'hybridation de l'amorce, d'accord? Donc je voulais faire mon amplification comme ça. Chez la personne qui n'a pas de mutation, ça marche, j'ai une bande. Chez la personne qui a une mutation à l'endroit où je voulais hybrider mon amorce, ça ne marche pas, je n'ai pas de bande. Et donc je vais me dire, bah, ça y est, j'ai trouvé la région où il y a un problème. Ensuite, j'ai le cas que je vous ai présenté juste avant. Ici, j'ai une délétion. Je veux faire mon amplification. Ici, je vais me retrouver avec 40 paires de bases, ici 30 paires de bases. Donc je peux deviner que la mutation, alors je ne sais pas forcément où va être la délétion entre ces deux amorces dans un premier temps, mais je peux être sûr qu'il y a une délétion de 10 paires de bases. 30 paires de bases. Non, si, de 10 paires de bases, pardon. Et par rapport à ce que j'ai dit avant, est-ce que 10 paires de bases, c'est vachement grave? À quoi il faut réfléchir? Quand je vous pose cette question, je ne vous demande pas, alors que vous n'avez jamais vu de biologie moléculaire, si vous savez que 10 c'est une grande ou une petite délétion. Je ne vous demande pas votre avis par rapport à ce que je vous ai dit avant, quand on a vu toutes les mutations. Est-ce que c'est un multiple de 3? C'est pas un multiple de 3, 10. Et donc oui, ça va être super grave, d'accord? Parce qu'en soit, une délétion de 9 paires de bases, bon, ça peut être grave, mais en tout c'est 3 acides aminés en moins. Bon, allez, il y a peut-être moyen, imaginons que la protéine fasse 2000 acides aminés, on lui en retire 3 pour peu que la protéine soit un peu cyclique ou qu'il y ait des trucs dans le genre, c'est pas très grave, d'accord? Si on lui retire 3 acides aminés sur 2000. Par contre, si on retire 10 paires de bases, bah là on décale tout, et donc là ça va être super grave. Au passage, donc ça c'est un petit exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la thérapie par Sodexo.
Bon, en gros, c'est juste rien à voir avec la P1, rien à voir avec le cours, ça c'est juste pour vous, pour votre culture. En gros, il y a des fois, on préfère même, comment dire, favoriser la délétion plutôt, enfin favoriser une délétion avec un nombre de paires de bases qui ne décale pas le cadre de lecture, d'accord, plutôt que de la laisser telle quelle. C'est-à-dire qu'il y a des thérapies, notamment j'ai oublié le nom de la pathologie, il y a des thérapies où on va en fait forcer au niveau de l'excision et lissage de retirer plus de matériel génétique pour qu'au final, ça rentre pour qu'au final, on n'ait pas de décalage de cadre de lecture. D'accord ? C'est pour vous dire à quel point il faut vachement raisonner sur cette histoire de cadre de lecture, puisque dans certaines thérapies, comme je viens de vous le dire, on préfère carrément retirer beaucoup plus de matériel. Imaginons retirer 50 paires de bases en plus chez les patients qui sont atteints d'une pathologie, plutôt que de les laisser avec ces 50 paires de bases en plus, avec leur pauvre délétion de 4 nucléotides, mais ces 4 nucléotides qui décalent tout le reste. D'accord ? Donc réfléchissez énormément sur cette notion de paire de bases. Elle n'est pas passée non plus, ça. Pareil, je regarderai après par rapport aux polices qui n'est pas passé. Ensuite, donc là, jusqu'ici, tout ce que je viens de dire au niveau des méthodes, il faut absolument que vous le reteniez. D'accord ? Enzyme de restriction, PCR, c'est Sauvin Blot, c'est trois méthodes absolument incontournables. Les méthodes que je vais vous présenter à partir de maintenant, notez rien, c'est juste pour plus tard, et c'est juste pour maintenant pour que vous compreniez comment on fait joujou avec tout ce que je vous ai dit au début, en biologie moléculaire, d'accord? Mais ça, on ne va pas vous embêter avec ça dès la pré-rentrée. Ici, on a une méthode qui ressemble beaucoup à la PCR, qui s'appelle la rétro-PCR, enfin RT-PCR. En gros, avant de faire mon étape d'amplification et tout ce que vous venez de voir avec les différents cycles, je vais utiliser une enzyme particulière qui est capable de passer de l'ARN à l'ADN, d'accord? Une rétrotranscriptase, ça s'appelle. Et donc, quel peut être l'intérêt de faire tout ça? Imaginons que je me pose la question sur une pathologie, de savoir s'il y a plus ou moins d'expression d'un gène. L'expression d'un gène, ce qui traduit l'expression d'un gène, c'est la quantité d'ARN, vous êtes d'accord? Plus un gène est exprimé, plus il va y avoir d'ARN, plus il va y avoir de protéines. Dans certains cas, c'est vachement important, d'accord? Parce qu'il y a certaines normes, il y a certaines constantes dans le corps humain, il faut tant de protéines X par exemple, et ben, il faut que l'expression, si on a besoin de beaucoup de protéines X, il faut que l'expression du gène X soit vachement importante. Okay? Pour évaluer l'expression de cette protéine X, on peut aller voir l'ARN, puisqu'il y aura a priori autant d'ARN que de protéines. Et pour voir l'ARN, ben, je vais faire une prise de sang. Dans cette prise de sang, je vais m'arranger pour purifier l'ARN, d'accord, par rapport à certaines méthodes dont vous n'allez pas vous soucier pour l'instant. Et je vais faire une rétrotranscription. Je vais transformer ces ARN en ADN-C, comme on peut le voir ici. ADN-C, c'est de l'ADN complémentaire, c'est de l'ADN simple brun, d'accord, puisqu'on ne va pas reformer de la double hélice, là, comme ça, d'un seul coup, par magie, juste en transformant des ARN en ADN. Et à partir de ces ADN-C, par exemple, puisqu'ils sont simple brun, je vais pouvoir faire une PCR. Donc le but ensuite, c'est que j'ai une amplification de ma séquence spécifique, et au-delà de l'amplification, on va voir pour plus tard, si on couple cette technique à une méthode quantitative, vous allez voir après qu'on va avoir des PCR quantitatives, je vais pouvoir quantifier l'expression d'un gène. Ça peut être vachement important, d'accord, de savoir combien j'ai de protéines X au niveau de mon gène. C'est-à-dire que un exemple tout bête, là on est au niveau des ARN, d'accord, je remarque que chez ce patient, la protéine X baisse de manière drastique. Si elle continue à baisser comme ça, il va mourir. Bah, soit, donc ça j'ai mon information grâce au Western Blot, par exemple, j'ai plus de protéines. Bah, déjà la première chose que je peux faire, je vais me dire, est-ce que le problème est au niveau de l'expression du gène? Est-ce que j'ai bien mon ARN? Ou est-ce que le problème est lors du passage de l'ARN à la protéine? Donc l'ART-PCR va permettre de savoir où en sont les ARN. Si j'ai beaucoup d'ARN, déjà a priori c'est que j'ai pas trop de problèmes au niveau de ma transcription. Okay, si j'ai une forte expression d'ARN, bah, a priori, c'est que si derrière j'ai pas de protéines, c'est qu'il y a un problème dans le passage ARN-protéine, mais déjà je suis pas trop obligé de regarder les problèmes, toutes les pathologies qui touchent à la transcription. Donc voilà pour l'application. Et donc la notion dont je vous parlais, la PCR en temps réel, il y a deux principales techniques pour y arriver. Là vraiment ne notez rien, c'est juste pour plus tard, et juste pour que vous essayiez de comprendre parce que c'est assez compliqué. Le but, c'est que jusqu'ici, je faisais les cycles d'élongation, je regardais à la fin si j'avais ou si j'avais pas ma séquence, ou deuxième intérêt, j'étais content parce que j'avais beaucoup de séquences à partir de pas grand-chose. Maintenant, ce que j'ai envie de savoir, j'ai envie d'en savoir plus, c'est que j'ai envie de savoir au fur et à mesure que la PCR avance, combien j'en ai. Donc pour ça, je vais utiliser une méthode particulière. La première, c'est le cybergreen. Le cybergreen, c'est un agent intercalant, c'est-à-dire qu'il ne va pouvoir, c'est un agent intercalant de l'ADN, et il ne va pouvoir s'insérer dans l'ADN que si elle est en double brin. Okay, comme dans ma PCR, je pars sur du simple brin et que je fais du double brin au fur et à mesure, si je rajoute mon cybergreen en même temps,
et ben en fait il va s'ajouter au fur et à mesure que le double brin se crée. Et donc il va s'ajouter au fur et à mesure que je suis en train d'avancer ma PCR, et il va me permettre, puisque c'est un fluorochrome, et que si j'envoie une certaine longueur d'onde, eh ben, je vais recevoir une certaine longueur d'onde également qui va me dire, voilà, je suis là et je suis dans de l'ADN double brin. Grâce à ça, je vais pouvoir savoir en temps réel, en même temps que j'ai la formation du double brin, combien j'en ai. Première technique pour avoir une PCR en temps réel quantitatif. D'accord, temps réel quantitatif, c'est pareil, parce qu'en fait, c'est grâce au temps à partir duquel va arriver la fluorescence que je fais un calcul pour savoir combien j'avais de séquences à la base. Deuxième technique, c'est la méthode de Tachman. Donc, première étape, j'envoie, donc je suis toujours sur du simple brin puisque j'ai dénaturé mes 2 brins pour faire une PCR, d'accord, j'envoie mes amorces qui sont prêtes pour amplifier, les ADN polymérases, etc. Avant ça, en fait, j'ai mis des petites sondes, comme vous pouvez le voir ici, en plus, qui vont avoir un fluorochrome et un extincteur. Et en fait, elle est tellement petite, cette sonde, que comme les deux sont proches, j'ai le fluorochrome à côté de l'extincteur, tant que les deux sont sur cette sonde, le fluorochrome ne va rien émettre, d'accord, puisqu'il est inhibé par l'extincteur. Alors là, le principe scientifique exact de comment ça se passe, ça, moi, j'en sais rien. À mon avis, c'est assez compliqué, mais voilà, en gros, tant que les deux sont juste à côté, j'ai beau envoyer une certaine longueur d'onde qui est censée activer le fluorochrome, ça ne marche pas. Par contre, le truc, c'est que je vais utiliser une ADN polymérase qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, les polymérases peuvent aussi avoir des activités exonucléasiques. Cette polymérase en particulier a une activité exonucléasique aussi vers l'avant. Et donc, du coup, toutes les sondes qu'elle va voir en avant d'elle, comme ici, elle va les bouffer et elle va libérer du coup le fluorochrome de l'extincteur. Okay, de cette manière, à la base, j'ai un certain nombre de sondes qui vont s'y prêter au niveau des simples brins, et une fois qu'elles se font bouffer, mon fluorochrome va pouvoir émettre, et je vais pouvoir savoir à ce moment-là, cette fois c'est l'effet inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, quand j'envoyais une longueur d'onde sur le fluorochrome, c'est qu'il était dans l'ADN, là, quand il me renvoie une longueur d'onde, c'est qu'il n'y est plus. Mais comme ça s'est fait de manière progressive, là encore, je vais pouvoir avoir un aspect quantitatif. Si vous n'avez rien compris à cette méthode, pour l'instant, c'est vraiment pas grave, d'accord? C'est pour plus tard, c'est juste pour vous dire qu'ensuite, on joue un petit peu avec toutes ces méthodes-là. Vous avez ici comment on analyse ce genre de choses. En fait, plus la fluorescence arrive rapidement, et plus je me dis, j'avais plus de séquences à cet endroit-là. Un exemple très simple, on n'utilisera jamais ça pour faire un diagnostic pour savoir si une fille ou un garçon, d'accord? Mais un exemple très simple, il y a plus de chromosomes X chez les filles que chez les garçons. Donc imaginons que je veuille savoir par cette technique ultra chère, j'ai que ça à faire, utiliser un truc super cher pour savoir un truc aussi simple. Mais si jamais je le faisais, j'aurais en fait une fluorescence qui arrive beaucoup plus vite si je fais une PCR en temps réel d'un marqueur du chromosome X chez la fille. Enfin, du chromosome X de manière générale, parce que chez la fille, j'ai 2 copies, et donc du coup la fluorescence va arriver beaucoup plus rapidement, puisque je regarde 2 copies en même temps, que les 2 copies sont amplifiées en même temps, alors que chez le garçon, il n'y a qu'une seule copie qui se fait amplifier, donc en temps réel, j'aurai moins de fluorescence qui arrive à un certain temps. Ok ? Ensuite, vous avez toutes les techniques de marquage de sonde qui sont pas ultra importantes. La seule, il y en a 3 là, qui arrivent. Ça, je veux pas que vous reteniez le principe, vous comprenez vite fait, limite en les lisant. Le seul truc que je veux que vous reteniez par contre, c'est qu'elles existent. C'est-à-dire que je suis capable de vous demander là, pour le prochain test, on peut marquer une sonde avec telle technique. Et vous allez savoir si c'est vrai ou faux. Donc les 3 techniques, je vous laisse lire chez vous, mais il y a la Nick Translation, le Random Priming et le marquage de gamma ATP. D'accord? Donc si je vous dis, j'ai marqué une sonde oligonucléotidique grâce à du Random Priming, c'est vrai. Okay, c'est une des 3 techniques. Pour l'instant, on retenez les 3, et ensuite, vous devrez connaître un petit peu plus précisément les mécanismes. Il est quelle heure? Bon, il reste un peu de temps, j'ai encore une ou deux animations à vous montrer, peut-être, et ensuite, je vous laisse. Bon, ça, c'est une animation très courte, c'est juste parce que c'est quand même important, là, toute l'histoire d'épissage. Que vous y pensiez. C'est-à-dire que ça peut tourner encore une fois au test aussi. D'accord? Vous avez vu en biologie cellulaire l'excision épissage, et j'ai bien insisté sur le fait qu'on peut avoir des mutations qui touchent à cette excision épissage. Et il faut toujours que vous y pensiez. Donc ça, c'est juste un tout petit truc qui vous montre comment marche l'épissage de manière assez basique. Donc vous avez votre ADN, les introns, les exons. J'ai mon ARN, je veux passer au pré-ARN grâce à l'excision épissage. Donc en fait, c'est juste pour vous montrer que l'excision épissage se fait de telle manière avec un complexe d'enzymes qui va rapprocher les 2 exons. On a en fait ici des séquences très particulières qui vont permettre tout ce genre de choses. Donc moi, je veux juste utiliser cette animation pour vous attirer, pour
pour attirer l'attention sur le fait que si j'ai une mutation ici, alors que je suis dans un intron, bah, je peux très bien avoir un bug au niveau de toute cette réaction-là, d'accord? Donc vraiment, dites-vous, quand j'ai une mutation moléculaire ici au niveau d'un intron, je peux clairement avoir un problème ici dans l'épissage. Et on le voit ici, clairement, parce que tout ça, en fait, ces enzymes reconnaissent des séquences particulières. Si on touche à ces séquences, on va forcément avoir un problème dans le mécanisme, qui est de faire une espèce de lasso avec l'intron, comme on peut le voir ici, et de libérer l'intron pour ensuite suturer les deux exons introns. D'accord? Tout ça est un mécanisme ultra compliqué, et donc pensez toujours, lorsque vous avez une mutation ponctuelle dans un intron, essayez de regarder direct la taille de l'ARN. S'il est plus petit, j'ai trop d'exons qui sont partis. S'il est plus grand, j'ai des introns qui sont restés. Dans les deux cas, ça va poser un gros problème. Parce que imaginez qu'un exon parte qui dit que cet exon avait un nombre de nucléotides qui était multiple de 3. Il y a de fortes chances pour que l'exon n'ait pas un nombre multiple de 3. D'accord? Et donc du coup, on va avoir un gros problème. Donc, pensez toujours à ça. D'abord, si vous ne voyez rien au niveau du gène sur un second blot et qu'ensuite vous voyez une modification de taille au niveau de l'ARN sur un northern blot, pensez direct au problème d'épissage. Voilà. Et alors, dernier truc, qui n'est pas trop dans le cadre de la pré-entrée, mais on l'avait noté dans le plan, je vais vous présenter très vite fait sur le temps qui reste, très vite fait, grâce à une animation, comment on fait du séquençage. Parce qu'en fait, grâce à tout ce cours-là, vous avez tous les outils pour comprendre comment on fait du séquençage par la technique de base. Je ne vous explique pas la technique de séquençage au débit qui est ultra compliquée. Je vous explique comment on séquence depuis la méthode de Sanger qui est là. En gros, elle est intéressante cette technique parce qu'elle réfléchit sur les caractéristiques structurales de l'ADN que vous devez connaître grâce à ce que je vous ai mis avant. Donc ça, c'est juste comment ça se passe normalement quand on a de la polymérisation. C'est ce que je vous ai dit avant. On voit le ribose, le 3'OH, ma liaison phosphodiester. D'accord? Et ça continue comme ça. Et vous voyez bien ici, je le remets encore une fois, que tout ça est possible uniquement grâce à mon 3'OH. Vous êtes d'accord que si je retire ça, ici, j'aurais pas cette liaison-là. D'accord? Donc, à partir de là, comment ça se passe si j'ai pas ce 3'OH, justement? Vous allez voir. On va utiliser... Bon, ça, c'est un petit outil. Donc si je n'ai pas ce 3'OH, donc ici je le laisse, ça va, mais ici j'utilise un didésoxynucléotide. Vous voyez qu'ici on a juste un H, on n'a pas de 3'OH, ok? C'est ce qu'on appelle un terminateur de chaîne. Pourquoi? Parce que dès que j'essaye de rajouter un nucléotide, grâce à ma polymérase, ça ne marche pas. Il manque le OH pour permettre ce type de liaison-là. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous parle ça dans le cadre du séquençage? C'est parce qu'on va utiliser cette caractéristique-là pour réussir à faire du séquençage par cette capacité qu'ont les didésoxynucléotides à terminer les chaînes. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, l'idée, c'est d'essayer de retrouver quel était le nucléotide. Ben, en fait, quand un nucléotide a terminé la chaîne, imaginons que je mette que des T qui terminent les chaînes, que des didésoxynucléotides T. Et ben, je vais avoir plein de brins qui vont avoir des tailles différentes, puisque les didésoxynucléotides sont incorporés de manière aléatoire, d'accord? Et tous ces brins, je suis sûr qu'à la fin, ils ont un T. Donc pour l'instant, je n'ai pas l'information générale, hein, je ne peux pas encore, à cette étape-là, retrouver toute la séquence, mais à cette étape-là, je peux dire, ben voilà, tous ces brins, pour l'instant, je sais qu'à la fin, il y a un T. D'accord? Et ça, en fait, si je le fais sur plusieurs tubes ASC différents, avec les 4 didésoxynucléotides différents, ATCG, je vais pouvoir, grâce à une technique que vous allez voir à la fin, réussir à retrouver la séquence. Donc tout ça, je vous l'explique, parce que ça va réutiliser encore une fois des techniques que vous venez de voir. Ici, on utilise donc les 4 tubes ASC avec à chaque fois des didésoxynucléotides différents, ATCG, d'accord? Et on prend l'exemple ici pour le didésoxynucléotide A. Donc dans un premier temps, il faut comme d'habitude que je sépare mes deux brins grâce à la température, je casse les liaisons hydrogènes, ce qui va me permettre de refaire de la réplication. Donc ici, on fait comme d'habitude, j'ai besoin de mon amorce, d'accord? Ici, vous remarquez que c'est de l'ADN puisqu'il y a des T, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément l'ARN. Je vais utiliser mon ARN polymérase et à partir de là, j'ai plusieurs types de nucléotides. Des didésoxynucléotides qui sont marqués comme ça et des nucléotides A qui sont marqués. Donc ici, c'est juste pour pouvoir révéler les sondes pour plus tard, d'accord? Ici, j'ai un didésoxynucléotide qui s'est incorporé à cet endroit-là. J'ai terminé la chaîne. Donc ce brin-là, quand je vais le regarder sur un blot, encore une fois, je me répète, mais je vais le voir, je sais qu'il a une certaine taille, je ne sais pas grand-chose sur la séquence qu'il y a en amont. Par contre, je sais que le dernier nucléotide, c'est un A. Donc on a une première information de séquençage, qui est certes pour l'instant assez faible, mais en combinant tout, vous allez voir qu'on arrive à faire du vrai séquençage. Donc je réutilise
ce genre de choses plusieurs fois, et comme les 10 désoxynucléotides sont incorporés de manière aléatoire, les brins vont pas être de la même taille à chaque fois, d'accord? Puisque en fait, l'élément que j'avais à la base, j'avais fait une PCR avant. Donc le matériel sur lequel je suis en train de travailler, je l'ai plein de fois en copie, à chaque fois identique. Donc quand je vais faire, à chaque fois utiliser les polymérases, etc., à chaque fois, les 10 désoxynucléotides vont s'incorporer de manière aléatoire dans chacun des brins, et je vais avoir un profil un peu comme ça. Comme j'ai fait la même chose dans mes 4 tubes, à la fin, je vais tout faire migrer. Donc là, c'est la migration de base. Ensuite, je révèle, comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, maintenant, je suis capable de retrouver la séquence, puisque du plus petit au plus grand, au final, je retrouve la séquence, puisque vous êtes d'accord qu'il y a bien un moment. Ma séquence, elle a une certaine taille. Imaginons que le désoxynucléotide soit mis directement sur le premier nucléotide. Bon, ben, je sais que le brin le plus petit, comme je savais dans quelle tube il était, ça va être un T par exemple. Ensuite, je sais que celui qui fait 2 nucléotides, bah, comme je connais le dernier nucléotide, pareil, je suis capable de le redeviner. Et en fait, du coup, en prenant la séquence du plus petit au plus grand, je suis capable de séquencer toute la séquence que j'avais à la base. Et en fait, bon, autant, c'est un peu comme le spectre de masse. C'est-à-dire que on vous a présenté une méthode qui est un peu compliquée, et vous avez vu que derrière, le calcul qu'il y a à faire, c'est juste des soustractions que vous étiez capable de faire en binaire. Bah, là, au final, même si vous n'avez pas compris tout ce que je viens de dire, quand vous aurez à trouver une séquence, on vous donnera des figures dans ce genre-là, d'accord? Tout ce que vous aurez à faire, c'est ça. Donc même si vous n'avez rien compris, ça, c'est pas très compliqué à faire pour retrouver une séquence. Ok? Donc voilà, ça c'est juste parce que vous allez le voir bientôt avec, bientôt, dans un certain temps avec Duel-Jordan. Peut-être que la méthode sera un petit peu mieux expliquée, mais juste vous en faites pas tout un truc, parce que réussir à lire un bloc de Sanger, c'est pas plus compliqué que ça. Ok? Donc voilà, je crois que c'est fini. Donc voilà, on a fini le cours. Donc je répète un dernier truc. On a mis un extrait en ligne pour la structure des protéines. On a mis et je vous incite vraiment à le faire avant le test de pré-entrée. C'est-à-dire que là, c'est pas un secret de vous dire que vous allez avoir des protéines à analyser au test de pré-entrée. Il y en a à tous les tutorats de Bioche, d'accord? Et donc, comme vous n'en avez pas vu beaucoup à part celle du poly, on vous en a mis une dizaine à analyser. Elles sont sur le module extra du site du C2P1. Et vraiment, allez-y, hein. Il y en a une dizaine. Et au moins, cette question-là, quand vous l'aurez au test de pré-entrée, elle sera facile. Vous la faites et ce sera fini. Et deuxième truc, restez pas longtemps, mais un petit peu, parce qu'on vous distribue les corrigés des exos de biologie moléculaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, à bientôt.